Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui se nomme Carter et Piston. Alors, cette émission se veut être l'endroit où on cause bécane. Des news, des essais, des rendez-vous, enfin un peu tout ce qui anime cette petite planète moto qui nous passionne tant. Nous étions en 2018 et commençait cette belle aventure de Carter et Piston. Aujourd'hui, c'est la 50e. Bonjour et bienvenue dans ce numéro 50. Bonjour et bienvenue. Je suis content et fier en même temps de pouvoir arriver à ce chiffre un peu mythique, 50 émissions de Carter et Piston. Mais je voudrais surtout vous remercier, vous tous qui, pour la plupart, attendez cette émission de manière mensuelle. Vous êtes des dizaines de milliers maintenant à me suivre tous les mois. Ça fait énormément plaisir et encore plus quand on se croise dans la vie réelle et que j'ai droit à une tape dans le dos et que vas-y, continue, c'est bien ce que tu fais. On aime beaucoup, on aime le ton, on aime les essais, on aime la manière dont tu traites la moto avec passion et c'est évidemment la passion qui nous anime tous. On va passer cette émission ensemble et on va essayer de vous faire plaisir. Je vais essayer de vous offrir un maximum de cadeaux et vous savez quoi, on va commencer tout de suite. Voilà, le t-shirt mythique Carter et Piston. Eh bien, moi, je vous propose de m'envoyer un mail avec la date exacte de la publication du premier numéro de Carter et Piston, qui est sorti en 2018. À vous de trouver la date exacte. Les 10 premiers recevront un t-shirt Carter et Piston à l'adresse mail qui s'affiche ici en dessous. N'oubliez pas de mettre votre nom, vos adresses et bien sûr votre taille. Restez donc attentifs tout au long de cette émission, il y aura des cadeaux qui vont pleuvoir, ça va être très amusant et cette émission, voici d'ailleurs le sommaire. Je n'ai pas bafouillé, rien du tout, c'est incroyable cette histoire. Le vaisseau amiral la plus vendue des grosses routières, la BMW 1250 RT, est à l'essai ce mois-ci. Zéro ose le premier trail électrique, un essai sous le soleil sicilien et les pentes ardues de l'Etna. Le TGV de chez Kawasaki, entendez par là le tourisme à grande vitesse, c'est-à-dire la Kawasaki H2 SE SX, avec ses 200 chevaux, a-t-elle réussi à nous décoiffer? Nous parlerons avec le sorcier belge de l'endurance, Werner Damen. Nous ferons un tour de l'actu et, bien sûr, le Dr Grimm nous présentera ses bruits de paddock. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux 2 roues de stock. À l'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos 5 concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Aouan, Chennai, Herstal, Serein et Verviers. Bon, je ne vais pas rester tout seul évidemment pour vous présenter cette émission, cette 50e, mais tout d'abord je me trouve chez Werner Damen. Werner est le sorcier de l'endurance, celui par qui la victoire aux dernières 24 heures de Liège est arrivée, une victoire qui s'est déroulée sur le circuit de Spa après plus de 20 ans d'absence de cette fameuse épreuve mythique. Alors BMW pour cette 50e émission, pourquoi? Parce que BMW est en tête des immatriculations, dans le top 5 en tout cas, des motos les plus vendues. Pas la peine d'en refaire une repasse, mais quand même, la GS Adventure et bien sûr la RT. Jeroen, bonjour. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Super. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, il fait un temps épouvantable. Tu as tout mon respect parce que tu es venu en moto. Et en effet, je suis venu en moto, en R18. Je suis allé en vacances avec cette moto, oui, que j'adore. Oui. Je me sentais un peu comme dans le livre traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. Exactement. Tout à fait décontracté. Je dois avouer, j'ai adoré cette moto. Oui, je suis allé en vacances tout doucement avec. Allez. Oui. Jeroen, 3 motos.
Dans le top 5, 3 BMW dans le top 5, c'est quand même fabuleux. La GS Adventure et la RT, tout va bien chez BM. Exactement, Thierry. Ça fait toujours plaisir d'être numéro 1, bien que ce n'est pas un fétiche en soi. Pour nous, Oui. le plaisir de conduire, le client qui est content, pour nous, c'est ça la priorité numéro 1. D'accord. Mais en effet, il y a des raisons pour être heureux aujourd'hui, parce que c'est non seulement la 50e édition de Carter et Piston, il y a aussi la fête chez BMW, parce que cette année-ci, on fête les 50 ans de M. Et les bagnolards le savent très bien. Oui. La M chez BMW, C'est un ça symbole. représente, Oui. c'est le motorsport, comme on dit en Bien allemand. sûr. C'est les versions sportives des voitures, et on vient de lancer donc une édition spéciale de la S1000RR, Oui. étant la M1000RR, et je l'ai amenée ici chez Werner. D'accord. Et on pourra bien la comparer avec sa version course. D'accord, on que va les Werner- mettre les unes à côté des autres Oui, tout à l'heure. que Werner Et- vient de sortir du camion, parce ouais, que tout à Werner fait. revient du Hockenheimring. Exact. Où ils ont gagné et fait la seconde place. Exactement. Donc ça, c'est quand même extraordinaire d'avoir une écurie belge avec un pilote belge qui s'occupe en fait complètement de l'écurie et qui l'emmène au plus haut niveau. On l'a déjà dit, les 24 heures de Liège, victoire Hockenheim le week-end dernier. Exactement. C'est une belle aventure. Exactement, Thierry. Et je pense qu'en tant que Belge, on peut être fier Bien vraiment d'avoir une écurie comme ça ici chez nous, voilà, et Ouais. qui est quand même élue par BMW Group international Bien pour sûr. représenter l'usine partout Oui. dans le monde. Oui, parce qu'en fait, soyons clairs, ce n'est pas un choix de BMW Belux, c'est un choix du groupe Oui, en BMW. effet. Et c'est encore plus gratifiant d'être choisi par un groupe de cette importance, parce que bon, BMW, c'est quand même un groupe Voilà. énorme dans le monde, et on vient chercher un Belge pour ses compétences, et ça paye, puisque Exactement. les victoires s'accumulent, Ouais, et donc ça, on c'est a vu fantastique. ça, Ouais, voilà. bien sûr. Et donc, on aura l'occasion de reparler dans d'autres numéros de la M, parce qu'on aura même une petite surprise pour les téléspectateurs, puisqu'ils pourront être dans les premiers à découvrir l'essai de cette machine de course, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, une machine de course en vente libre. On aura l'occasion d'en reparler. On va tout au long de cette émission parler évidemment BMW, de votre actualité, des modèles. Le mois dernier, on a présenté un comparatif qu'on avait réalisé au Luxembourg. On avait comparé les gros trails du marché, qui sont un segment énorme évidemment du marché de la moto. On avait comparé la Triumph Tiger 1200, nouvelle venue, qui est sortie en début d'année, la KTM 1290 Adventure avec ses qualités moteurs qu'on connaît, et évidemment la GS 1250 dans la version Adventure. Un essai que je vous conseille d'aller revoir comme des dizaines de milliers, parce que c'est un des sujets qui a le plus de scores pour le moment. Allez revoir sur la chaîne Carter et Piston avec un grand plaisir, et vous aurez toutes nos conclusions autour de ces machines. Alors, on a essayé évidemment la GS le mois dernier. Eh bien, c'était au tour ce mois-ci de la RT. J'ai pris le guidon de cette moto pendant une bonne semaine. J'ai été surpris, mais je crois que le mieux, c'est d'aller la découvrir ensemble. On va faire l'essai de la RT 1250. Ok, je reprends. Jeroen, 3 motos dans le top 5 chez BMW. Yes. J'ai la même chose dans mon garage. Bientôt dans le garage. Oui, mais oui, c'est bienvenu dans le Vraiment, garage. hein. C'est comme ça, c'est l'ambiance, garage. C'est ce que bon. nous voulions. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Placé
3 motos dans le top 5 des machines les plus vendues en Belgique, c'est la performance que fait BMW avec son haut du panier, c'est-à-dire la GS Adventure et évidemment cette RT. Cette RT est un monument motocycliste puisqu'elle est aussi vieille que la GS, elle a évidemment évolué au fil du temps et elle a toujours eu ce côté un peu plus bourgeois et un peu moins sportif que la GS, puisque même le roi Albert en a possédé une. Alors en fait, cette machine, elle est assez étonnante parce que évidemment, elle a évolué au fil du temps, elle s'est aussi embourgeoisée encore, si c'était possible, au fil du temps, avec évidemment l'évolution électronique qui accompagne maintenant pratiquement toutes les motos haut de gamme. Et je dois bien avouer qu'au début de ma carrière motocycliste, appelons ça comme ça, j'étais pas un grand fan de la RT parce que je la trouvais un peu pataude et beaucoup moins amusante que la GS ou la GS Adventure. Alors en fait, au guidon de cette RT, eh bien, c'est un peu la vie de château puisque en fait on a une position de conduite, je vais reprendre le terme, un peu royale et en tout cas très très cool qui permet d'envisager des étapes presque interminables dans un confort absolu, aussi bien que ce soit pour le pilote que pour le passager. Le passager est doté d'une selle large, moelleuse, avec des poignées latérales bien dimensionnées, de quoi s'appuyer sur le top case de manière aussi moelleuse que sur la selle chauffante, poignée chauffante. On va revenir en détail sur tout ce qui équipe cette RT. Ce qui est intéressant évidemment, c'est les impressions au guidon, et là les impressions ont bien changé. On est évidemment sur le bicylindre 1250 cm3 qui développe 136 chevaux, donc de la cavalerie il y en a en suffisance, ça ne fait aucun doute, mais on est sur une moto qui a gagné un peu en amusement, je ne vais pas aller jusqu'en sportivité, mais elle a changé de caractère en fait cette RT et par rapport à la GS, le fossé c'est peut-être un peu moins marqué. Bien sûr, elle n'en a pas la polyvalence, elle ne sera évidemment pas à l'aise du tout dans les chemins et hors du goudron. C'est pas du tout pour ça qu'elle est conçue. Elle est conçue pour les grands espaces, elle est conçue pour les grandes étapes autoroutières, mais les petites routes de campagne et les routes de montagne ne vont pas lui faire peur parce que sa maniabilité fait qu'elle est maintenant accessible, amusante et facile à conduire. Alors, souvenez-vous, le mois dernier, on était au Luxembourg, au guidon de la GS 1250 Adventure, et en fait, on avait émis quelques critiques sur sa boîte de vitesse. Alors on va quand même faire un petit correctif à ce sujet. On avait émis une critique principalement sur le shifter, qu'on trouvait dur, rugueux et pas très agréable sur les 2 voire 3 premiers rapports. Il faut quand même avouer que cette GS, quand on se sert de l'embrayage, comme sur pratiquement toutes les motos, on est sur une boîte qui fonctionne tout à fait normalement. Ici, on est un étage plus haut alors qu'on est sur une même base moteur. On a sincèrement un shifter très très doux dès les premiers rapports et si on utilise l'embrayage, alors la boîte devient entre guillemets transparente tellement elle est facile d'utilisation. Alors bon, à bord, l'ambiance est assez technologique puisque cette machine est dotée d'un écran TFT et je crois que c'est le plus gros de la production motocycliste actuelle qui offre une foule d'informations, une foule de possibilités de connexion, d'interactivité, de guidage GPS, pratiquement tout ce que vous pouvez imaginer est sur cette machine. La liste est longue, je vais même d'ailleurs me servir un peu d'un petit pense-bête parce que là maintenant ça devient presque impossible pour un journaliste de retenir en fait tout ce qu'il y a de disponible sur une machine comme celle-ci par exemple. Donc on vient de parler évidemment de cet écran, on a un ABS Pro intégral, un régulateur de vitesse avec fonction de freinage et aussi ici à l'avant nous avons un capteur qui nous permet d'avoir un cruise control adaptatif. On a des phares LED supplémentaires, on a une béquille centrale, on a un système audio, on a un compartiment de recharge de téléphone qui est inductive, donc il n'y a même pas besoin de câble pour le faire. Il y a la possibilité d'avoir 3 modes de conduite, Eco, Rain et Road. Il y a un contrôle dynamique de la traction évidemment. En cas de chute, il y a un appel d'urgence intelligent qui automatiquement vous connecte avec les services d'urgence.
on a les suspensions qui sont autopilotées, on a ici une clé qui est une clé un keyless right, donc en fait vous la gardez en poche et il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire démarrer la machine. On a un verrouillage centralisé, on a une selle chauffante, dans les modes de conduite on a les modes de conduite pro dynamique et j'en passe et des meilleurs. Il y a encore moyen d'en remettre parce que vous savez que chez BMW on peut remettre des options pratiquement à l'infini, notamment avec les séries 719 qui peuvent équiper la plupart des machines et qui viennent donner un look et une personnalité propre à chaque moto. Alors moi j'ai beau en faire le tour de cette machine, je suis conquis. Quand on est sur l'autoroute, c'est assez impressionnant avec le pare-brise électrique de le mettre en position haute. On est pratiquement dans une voiture. Ce pare-brise est gigantesque et vous donne une protection absolue. Je n'ai malheureusement ou heureusement pas eu l'occasion d'essayer cette machine sous la pluie, mais je crois qu'on doit être vraiment très très bien protégé. Alors oui, c'est un peu la vie de château à bord de cette machine. Je suis réconcilié avec la RT parce qu'en fait j'étais un peu plus enclin à m'amuser sur une GS, mais il faut bien avouer que est-ce l'âge ou la qualité de la machine, certainement un peu des deux, mais je crois vraiment que cette RT mérite largement sa place dans le top 5 des machines les plus vendues et en tout cas finalement pour un prix qui reste contenu par rapport à ce qu'on trouve dans la concurrence, mais il faut bien avouer que quand on regarde le marché de l'occasion, même des BMW de 5, 10 ou 15 ans se revendent encore des prix assez impressionnants et elles les valent parce qu'en fait, même avec des kilomètres, c'est des machines qui peuvent se revendre cher et qui peuvent encore accepter de faire beaucoup de kilomètres. Donc voilà, BM est en tête des ventes et écoutez, moi je crois que c'est mérité. Cette RT a tout à fait sa place dans cet écrin magnifique. On est dans le Condro, il y a de belles demeures dans le Condro qui nous permettent de profiter de ce début d'automne qui va clore une saison moto qui a été, à mon avis, prolifique pour tout le monde parce que nous avons eu un été fantastique et on va encore profiter des beaux jours. Donc voilà. Je le dis évidemment chaque fois, mais allez essayer une RT. Vous serez à mon avis étonné de voir la manière dont cette machine a évolué et finalement la maniabilité que cette moto dégage réellement, parce que quand on la voit comme ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Elle est un peu plus accessible que la GS parce qu'en fait elle est un peu plus basse de selle et de ce fait là on a les pieds un peu plus facilement par terre. Bon bien, on va encore en profiter un petit peu. Allez, à la prochaine. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ok, voilà Jeroen, l'essai de cette RT. Ouais, je dois bien avouer que depuis des années, je suis très GS, moi. Je l'avoue. Mais tu n'es pas le seul, là. Oui, je sais, j'en croise beaucoup. Tu sais bien pourquoi, parce que la GS est vraiment le couteau suisse de la gamme BMW, qui est au début, dans les années 80, était une moto vraiment enduro, plutôt hardcore, si je peux me permettre, mais qui est devenue au cours des années toujours plus en plus confortable, et qui a maintenant toutes ses qualités. Mais comme tu l'as bien expérimenté toi-même, la RT reste quand même... Oui, c'est vraiment différent en fait, c'est vraiment différent. J'ai l'impression que quand je m'assieds sur une GS, je suis sur une GS, et quand je prends une RT, je suis dans une RT. Oui. Tu vois, on a d'abord ce pare-brise énorme. Une fois qu'on le met en position haute, on a presque l'impression d'être en voiture. Ce qui donne un énorme confort sur les longues distances. Incroyable. J'étais pas très fan du cruise control adaptatif. C'est extraordinaire.
c'est vraiment génial en fait, parce que quand on est sur des grands trajets, en fait, la moto, voilà, elle travaille pour vous et vous êtes en toute décontraction sur la machine. Et puis, en fait, ce que j'aimais un peu moins avant sur la RT, c'est que je la trouvais un peu trop lisse, tu vois. Mais il faut avouer que la 1250 maintenant est une moto avec laquelle on peut s'amuser. Ça marche très fort, 136 chevaux. Franchement, c'est vraiment bien. Mais c'est un best-seller dans le monde entier, je crois. Oui, en effet, ça représente toujours le modèle classique boxer, touring. C'est des valeurs qui sont très fort associées avec la marque, toujours. Ouais. Oui. Mais bon, aux États-Unis, en fait, où prédomine essentiellement Harley-Davidson et Indian, vous avez de belles parts de marché. Oui, en effet, là aussi, il n'y a pas de raison à se plaindre. En plus de ça, comme tu le sais très bien, on vient de lancer une autre offensive, notamment aux États-Unis, avec la R18, notre big boxer, dans le segment des grands cruisers. Oui, tout à fait. Et qui vient bousculer un petit peu les habitudes des Américains. Bon, dernière chose de la RT, on la voit dans pratiquement tous les pays équiper les polices et les gouvernements du monde entier. Et notre police belge ne fait pas défaut, puisqu'en fait, ils roulent tous sur cette machine. Et d'ailleurs, pendant cet essai, je me suis fait arrêter, mais par plaisir en fait. Ils m'ont vu, ils m'ont fait signe, je me suis arrêté et on a discuté moto. Et je peux te le dire, j'ai dit à un des policiers, je lui ai dit écoute, prends-la, va faire un tour. Et il est parti pendant 5 minutes avec la moto, il est revenu, il a dit waouh, ouais, c'est quand même chouette. Hein. On aura bientôt les nouvelles aussi. Et bon voilà, donc je crois que c'est une moto qui en fait réconcilie un peu tout le monde. Et donc c'est très amusant. Mais tu sais quoi, si on faisait un petit concours autour de cette RT, moi je vous propose de gagner un très beau cadeau offert par BMW. On a parlé de la M tout à l'heure. Alors voilà, j'ai ici une petite valise qui fera tout son effet pour mettre votre ordinateur portable et vous rentrer au bureau avec le petit logo M de chez BMW. Je crois que ça vaut 150 €, un sac comme ça environ, peut-être même plus, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous le gagnez. Alors on va faire simple, on va faire 3 questions relatives à la RT. Quelle est la dimension de l'écran TFT ? Vous me le donnez en pouces, très facile à trouver. Actuellement, BMW donne un certain temps de garantie sur ces motos, sur la RT. Vous me dites combien de temps de garantie cette moto est couverte par BMW. Et ensuite, quelle est la cylindrée exacte de cette RT ? Les 10 premiers qui me répondent à ces questions, gagneront ceci. N'oubliez pas, vous répondez évidemment au mail qui s'inscrit ici en dessous avec vos noms et évidemment votre adresse pour vous envoyer le cadeau. Tout ça est bien beau, mais on va un peu parler de l'actualité. L'Espagne, sensationnelle avec le multiple champion du monde Tony Bou, a remporté le Trial des Nations à Monza en Italie, dans les catégories hommes et femmes. Dans la catégorie internationale où l'équipe belge, avec Émile Mathéus, Maxime Maty et Nicolas Defourny était active, la victoire est revenue aux Tchèques devant l'Allemagne et l'Autriche. L'équipe belge a méritoirement terminé 7e sur les 18 pays participants. La nouveauté de l'année 2022 était le challenge des nations où des équipes des deux sexes s'affrontaient. La victoire était pour les Italiens et notre pays, représenté par Florent Moringue et Héloïse Raillet, a terminé 6e. Une belle expérience pour ces deux jeunes trialistes. À l'heure où sur ce numéro, nos champions sont sur la route du retour, nous les retrouverons le mois prochain pour avoir le retour sur cette expérience. Toujours en trial, l'inoxydable Tony Bou vient d'accrocher 2 titres mondiaux supplémentaires, un titre en trial GP et un autre en trial indoor. Cela fait un total de 32 titres mondiaux, un record qui risque encore d'augmenter tant le niveau de ce diable d'Espagnol est élevé. Un record qui ne risque pas d'être égalé dans tout le monde sportif de la planète. Chez Mash, le marché du sidecar est en ébullition, notamment grâce à l'arrivée récente sur le marché de modèles plus abordables et surtout plus faciles à utiliser au quotidien que les traditionnels engins plus lourds, chers et exclusifs. Quoi de mieux en effet que ces modèles légers à petit budget, ils mettent rapidement leurs propriétaires en confiance afin de partager en famille les sensations uniques de la moto, la liberté et la découverte au grand air. Voici donc le Mash Blackside, la version civile du Sideforce. Il reprend avec succès les fondamentaux de ce dernier, fourche à balancier pour une direction précise, légère et stable, panier à grand coffre étanche, marche arrière de série.
proposée à un tarif très concurrentiel de 10 499 € avec 2 ans de garantie et kilométrage illimité. Toujours chez MASH, pendant des années, les trails 500 et 600 ont largement défini le marché de la moto. Depuis, ces trails ont évolué vers des crossovers ou des SUV plus lourds, plus puissants, plus technologiques et surtout plus chers. Le tout en s'éloignant de la philosophie originelle d'une moto simple, économique et accessible à tous. Déjà présentée dans ce magazine, la 650 avec sa roue avant de 21 arrive en concession au prix de 5 999 €. Triumph Racing. Triumph annonce sa participation au championnat du monde de motocross. Triumph confirme donc son intention de participer au prestigieux championnat du monde FIM de motocross en 2024 avec une toute nouvelle bannière Triumph Racing. Ces motos seront alignées en MX 250 4 temps dans la classe MX2 en 2024 et en MX GP 450 cm3 dès 2025. La nouvelle 650 Ninja est prête pour 2023 et est désormais équipée du Traction Control. Sous la devise Fun, Steel, Easy, la nouvelle Ninja 650 est une moto unique en son genre qui parvient à convaincre un très large éventail de pilotes. Son couple bicylindre parallèle de 649 cm3 se caractérise par une puissance facilement utilisable en toutes circonstances. Le cadre de type treillis, léger et rigide, ainsi que le bras oscillant en aluminium, permettent de réduire le poids en ordre de marche, ce qui améliore les aptitudes sportives de la machine. La nouveauté pour 2023 pour la Ninja 650 est l'arrivée du Traction Control avancé de Kawasaki. Ce système réglable en 3 positions autorise une conduite sportive en mode 1 ou une motricité maximale dans toutes les conditions en mode 2. De plus, le système peut également être complètement désactivé. Toujours chez Kawasaki, la W800 2023 rétro par nature en tant qu'héritière en ligne directe de la W1 650 originelle. La W800 célèbre presque 60 ans d'histoire. Elle concilie l'héritage W et la tradition de l'artisanat japonais. À l'époque de son lancement, la W1 était la plus grosse moto à moteur 4 temps jamais construite au Japon. Rappelez-vous, on avait découvert un des premiers modèles européens lors de la visite du musée en Suisse. C'est aussi le modèle avec lequel Kawasaki a pris pied sur le marché américain. Contrairement à ce que son look pourrait faire croire, la W800 est dotée d'une partie cycle moderne et d'équipements résolument actuels, comme un embrayage anti-dribbling assisté et un phare LED. La W800 est une moto que l'on n'oublie pas facilement après l'avoir contemplée. Harley-Davidson lance le modèle Lowrider El Diablo en édition limitée. La nouvelle moto de la collection Icons offre une peinture et des performances dignes de la légende américaine. Lowrider El Diablo est une déclinaison moderne de l'emblématique Harley-Davidson FXRT de 83 et une représentation créative de l'époque dans laquelle il est né. Il incarne l'esprit de la contre-culture née dans le sud de la Californie dans les années 80 et offre une vision contemporaine qui dévoile une peinture personnalisée méticuleusement réalisés, intégrant des filets qui font directement référence à ceux de la FXRT d'origine. Le Lowrider El Diablo est un modèle qui combine les fonctionnalités d'un touring avec ses sacoches rigides, la maniabilité grâce à son châssis Softail et à son carénage monté sur le cadre. Et enfin, la puissance du V-Twin Milwaukee 8, le 117 inch, soit 1923 cm3. La production mondiale du modèle sera limitée à 1500 exemplaires numérotés qui devraient arriver dans les concessions Harley-Davidson à partir de ce mois de septembre. La finition noire sur le moteur, l'avant et l'échappement met en valeur la peinture El Diablo. Les roues radiates en aluminium coulé arborent une couleur mat dark bronze très contrastante. La peinture du modèle Lowrider El Diablo est réalisée à la main par les artisans de la société Gus Langer Custom Paint qui est située à Golden dans le Colorado. Enfin, BMW annonce la nouvelle S1000RR. Ce nouveau fer de lance sportif de chez BMW est une puissance portée à 210 chevaux à 13 750 tours minute, une géométrie du châssis avec de nouvelles valeurs, un kit châssis M de série avec des points d'articulation du bras oscillant réglables et un arrière surélevé, contrôle de traction dynamique avec une nouvelle fonction Slide Control pour les dérives à l'accélération,
Un ABS Pro avec une nouvelle fonction d'assistance au freinage par glissement en utilisant le capteur d'angle de braquage pour les leviers et les dérives à l'approche des virages. Des réglages d'ABS Pro Slick, une aérodynamique optimisée, une batterie M de série beaucoup plus légère, port USB dans la partie arrière et une section arrière redessinée avec un support de plaque d'immatriculation plus court. Le faisceau de câblage a été optimisé pour permettre le retrait de ce support de plaque, un montage plus facile de la roue arrière grâce aux douilles d'essieu anti-perte et aux patins de frein, plaques et d'ancrage chanfreiné. Cette machine fera l'objet d'un maxi-test en novembre lors de sa présentation presse où, bien sûr, nous serons présents. Jeroen, BMW a toujours regardé vers l'avenir en s'appuyant sur son expérience et sur son image et sur son passé. L'avenir pour BMW, entre autres, sera probablement électrique. Quelle est la vision de BMW à ce niveau? Parce qu'en fait, l'électrique, vous avez mis, on dit le doigt dedans en français, depuis quand même pas mal de temps, puisque le scooter électrique existe depuis quelques années chez BMW. Oui, en effet. Et c'est peut-être un peu dingue d'en parler dans une émission qui s'appelle Carter et Piston, oui, je sais, parce oui. qu'il n'y en a pas de carter ni piston dedans, mais en effet, on vient de présenter la deuxième génération du scooter électrique de BMW, la CE04. Thierry, tu étais avec nous à Barcelone. Absolument. Tu as testé. On en voit quelques images d'ailleurs là pour le moment. C'était très étonnant. Je ne dois pas te dire, ça accélère comme un superbike. Oui, c'est incroyable. Sans aucune émission, sans aucun bruit. Je pense que ces deux dernières choses sont quand même, deviennent de plus en plus importantes pour la mobilité urbaine et le futur de la mobilité urbaine. On va prochainement lancer une autre solution sans émission pour la mobilité urbaine, la CE04, la CE02, pardon, qui est nettement plus petite et qui sera plus orientée vers les jeunes, vers les jeunes branchés, un peu plus lifestyle, tu verras bien. Il y a déjà des photos sur le web. Mais elle aura aussi un look futuristique. Oui, parce qu'en fait, le look de la CE04 est quand même assez incroyable. Oui. Ce que j'ai trouvé intelligent sur la CE04, c'était, oui, ça accélère très très fort, mais ça s'arrête à 120 km/h, ce qui est largement assez pour un usage urbain, mais qui permet quand même de prendre une petite portion d'autoroute. En effet. Vous avez limité... Parce qu'on est en ville, vous avez limité un usage d'environ 120 km. Jusqu'à 130, oui. Oui, voilà, on est dans ces alentours-là. Mais bon, voilà, c'est un engin qui se destine vraiment à un usage urbain. Vous avez eu l'intelligence de réduire la largeur de l'arrière, parce que quand on se faufile, en général, c'est ça qu'on accroche. Oui. C'est l'arrière du scooter parce qu'ils sont très larges. Ici, en fait, il est vraiment dans l'axe de la moto. Alors bon, évidemment, on aime ou on n'aime pas les véhicules électriques. Il faut avouer et il faut reconnaître que ça fera partie de notre paysage de mobilité dans les années à venir, qu'on le veuille ou non. Maintenant, quelqu'un qui habite à 30 ou 40 km de son lieu de travail et qui veut se déplacer sur un tel engin, eh bien, en fait, il faut reconnaître qu'avec le prix du litre d'essence pour le moment, ça reste aussi une solution, on ne va pas dire économique parce que ça représente un certain budget à l'achat, mais qui, en tout cas, en termes d'utilisation, est quand même confortable. En effet, et c'est exactement ce qu'on constate chez les clients de ce type de solution de mobilité. Oui. C'est souvent des non-motards qui sont attirés par soit le look, soit le fait qu'il y a la solution en soi, et aussi par la maniabilité, Thierry. Parce que n'oublions pas que les batteries du CE04 se trouvent vraiment dans le sol. Donc le centre de gravité est Donc très bas. Donc le centre de gravité est très très bas, comme tu l'as vu
Bien sûr. Donc elle est super maniable, Oui, même oui. pour les non expérimentés. Oui, si je tout peux à me fait. permettre. Et bon, solution de mobilité, on connaît Bruxelles à 8h du matin ou à 17h. Donc on sait que ça, c'est une solution pour être plus vite à la maison. Et bon, le jour où il y a un peu de pluie, on s'équipe. Et finalement, c'est une bonne nouvelle que ce soit des non-motards. Parce que peut-être qu'un jour, ils achèteront une moto chez vous. Donc, Bonne suggestion. Oui, on va rester dans le domaine de la mobilité. On s'excuse parce qu'il y a de temps en temps des petits bruits à gauche, à droite. On est dans un atelier moto où on travaille. Donc il y a de temps en temps un compresseur qui se met en marche, un petit clic-clac. Enfin bon, voilà, on est dans une vie d'atelier. Je disais donc qu'on va rester dans la mobilité avec un autre acteur majeur de la mobilité électrique dans le monde de la moto qui lui fait des motos, c'est Zero Motorcycle. Cette firme californienne a présenté dernièrement le premier trail électrique, le DSX-R. Eh ben non, le DSR-X. Je vous propose d'aller découvrir cet essai en Sicile. Sur l'Etna, on est sorti de la forêt et là vous voyez peut-être derrière moi, on va le voir tout à l'heure, il y a plein de... Voilà, cette roche noire qui vient du volcan, c'est juste incroyable comme décor, quoi. Voilà, donc bienvenue ici en Italie. On n'est pas très loin de l'Etna pour découvrir ce nouveau modèle. Un nouveau modèle de Zero Motorcycle. C'est vrai qu'on a eu la conférence de presse hier soir. C'était un petit peu surprenant parce qu'on ne s'attendait pas automatiquement à avoir une moto de ce gabarit-là, avec une première incursion pour Zero Motorcycle dans le marché des trails en quelque sorte. C'est un marché qui est très concurrentiel, on le sait. Ce sont des parts de marché importantes. Il y a BMW, il y a Yamaha, il y a Triumph, il y a Harley-Davidson. Et ici, Zero Motorcycle arrive. Alors, qui dit Zero dit fatalement moto électrique. Donc, on avait vraiment envie de savoir avec quoi Zero Motorcycle allait arriver, avec quel produit, avec quelle cohérence surtout. Et c'est vrai que c'est cohérent. On a été faire un petit tour route, on a été faire un petit tour du côté des bois aussi et des flancs du volcan Etna. C'était assez convaincant, faut bien le dire. Au niveau de l'équipement, je vous parlais de ça et puis on reviendra après sur vraiment les sensations sur la route en quelque sorte. Au niveau de l'équipement, on est sur quelque chose d'assez classique. Il n'y a pas beaucoup de fioritures. On a un écran TFT qui fonctionne même en plein soleil ici en Italie. On le voit très bien. Plusieurs modes de conduite, bien entendu, avec un mode off-road, avec un mode aussi canyon, voilà, pour maximiser la récupération d'énergie. On a une moto qui est équipée de poignées chauffantes aussi. On a la possibilité de mettre des valises latérales. Là, elle n'est pas équipée, mais bon, voilà ce que vous connaissez. On peut mettre un top case, évidemment. On peut avoir un pare-brise réglable manuellement, plus grand que celui-ci. Ça, c'est le petit, mais il est très pratique parce que même en roulant, c'est facile avec ces super molettes de pouvoir le monter et le redescendre. C'est vraiment bien conçu. On a au niveau de la finition parfois des choses qui ne sont pas encore complètement abouties au niveau des jonctions du cadre. Il faudrait que ce soit un petit peu plus premium parce qu'on est tout de même sur une somme de 27 000 € pour cette moto. C'est quand même un investissement. Maintenant, au niveau du fonctionnement, au niveau des coûts de fonctionnement, là, ce sera relativement faible. On n'a pas de chaîne, on a un système de cardan, donc un minimum d'entretien. Fatalement, l'électrique, ça ne demande pas grand-chose comme entretien. Ce sera vraiment la recharge, avec évidemment différents systèmes de recharge, différentes capacités qui sont proposées. Ce sera une option payante, bien entendu. On est sur 220-230 km utiles, a priori. On peut aller même un petit peu plus loin. Bon, ça dépendra de votre manière de rouler. Ça, inévitablement, vous allez voir qu'ici, quand on est monté sur les flancs de l'Etna, fatalement, on avait tendance à ouvrir en grand et profiter de la puissance disponible. Fatalement, l'autonomie, elle diminuait. Donc, voilà, on est sur quelque chose, en tout cas, très cohérent.
Le tour, il était vraiment top. La partie off-road, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne me suis jamais fait peur. Vraiment, elle pardonne beaucoup de choses et le fait d'avoir le couple qui est là vous permet de rouler sur un filet d'électricité en quelque sorte. On a terminé la balade. Il y avait des collègues qui étaient là. J'aurais demandé leur avis. Vous allez voir, c'est quand même assez positif. On vient de rentrer d'une 60aine de kilomètres routiers, une dizaine de kilomètres off-road. Un premier contact très prometteur. C'est une moto électrique zéro, c'est éprouvé, il n'y a pas de souci, que ce soit en réactivité, en couple, tout ce que tu veux, c'est génial. Mais c'est une moto qui est très accessible en off-road et qui est très permissive. Donc évidemment, nous, on va toujours un peu chercher à la pousser vers ses limites, mais même sans aller jusque-là, ça peut pardonner beaucoup d'erreurs pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du off-road, mais qui, pour une raison X ou Y, demain, tout à coup, doit emprunter un sentier. Donc c'est une moto c'est très stable, c'est très maniable. Et au niveau de la réactivité, la cartographie à la poignée d'accélération permet vraiment quasiment de faire du surplace sans avoir aucune inquiétude, comme tu le disais. Et puis à part ça, voilà, une partie cycle très saine, c'est bien équilibré, ça accroche comme c'est pas permis quand on a besoin que ça accroche, et quand on a besoin que ça décroche tout aussi bien. Donc j'espère vraiment que ceux qui prendront un trail électrique comme celui-ci sortiront de leur zone de confort et iront chercher du off-road qui pardonne beaucoup d'erreurs si on ne s'y connaît pas encore. C'est très agréable, efficace, autant sur la route qu'en tout terrain. Ça donne beaucoup de sensations de confiance, ça donne beaucoup de confiance en tout terrain. Je pense que c'est une moto qui serait adaptée pour les gens qui ont peu d'expérience en tout terrain parce qu'elle est accessible au niveau du moteur, mais aussi au niveau de la partie cycle. Le centrage des masses est vraiment adéquat pour faire du tout-terrain avec une moto de route. Alors sur les routes sinueuses qu'on a pu parcourir ici, je pense que cette moto a vraiment un bon potentiel avec les différents modes de conduite. Moi je l'ai surtout utilisée en mode sport parce que je voulais un peu la pousser dans ses retranchements au niveau de l'autonomie. Oui, positif. Bon, quelques petits bémols comme toujours. C'est certain que c'est une moto qui est quand même coûteuse et qui a dans cette gamme de prix des concurrents très sérieuses en termes de plaisir, en termes d'image. Mais c'est un produit innovateur avec des technologies qui me semblent assez bien abouties, en tout cas pour l'état actuel des choses. Et une moto bien équipée, équilibrée surtout, sur la route. La position est bien pour moi qui suis grand. C'est un petit peu trop bas, mais une selle plus haute existe, donc je pense que ce problème-là serait réglé assez facilement. Ouais, globalement, une bonne première impression. Un circuit un peu court, mais bon, permet de voir 2-3 trucs. Après, voilà, moto plaisante, bonne position de conduite, reposante et qui donne vraiment envie de rouler. Après, voilà, il y aura toujours le paradoxe d'avoir envie d'aller loin et de réfléchir où est-ce que tu vas recharger ta moto. Ouais, c'est ça. Ça. Un peu, voilà, improvisé, pas totalement quoi. Tu t'amuses à tirer des boulets parce que le moteur électrique, ça marche comme peu de motos thermiques, ou du moins ça accélère très fort. Et puis après, comme on roulait à peu près en mode balade, tu te remets dans d'état d'esprit balade, et le moteur électrique, il se prête parfaitement à ça. C'est-à-dire que tu n'as pas à gérer la boîte, donc tu es serein, tu accélères, tu freines, tu profites du paysage. Donc voilà, même si ça marche, je trouve que le fait de mettre ça dans une moto de tourisme, c'est pas complètement stupide, ça se marie plutôt bien. Même si en performance, ça watt, ça c'est sûr.
Voilà donc pour cette 0 DSR X. On aime ou on n'aime pas, à nouveau, le paysage est ainsi fait. Depuis quelque temps, vous avez peut-être eu l'occasion ou pas de voir que je porte des t-shirts d'une collection qui s'appelle 1971. Alors c'est fait, c'est du 100% belge. C'est fait par Christelle Lonzen, qui est une artiste et quelqu'un qui est passionné par la mode, qui est passionné par les vêtements, qui est passionné par le jeans, le vrai denim. Et en fait, elle a la gentillesse de nous offrir 5 t-shirts. Alors, 5 t-shirts qui ont été spécialement faits pour l'émission avec un beau logo. Il y a plusieurs tailles. Et ils ont à l'arrière le petit logo Carter et Piston. Il y a 5 t-shirts à gagner qui nous sont gentiment offerts par Christelle. On va faire une petite question bien simple. Allez sur le site BMW Motorrad et donnez-moi le nombre de scooters qui existent dans la gamme de chez BMW. Un petit mail à l'adresse qui s'affiche ici en dessous. Vous n'oubliez pas, évidemment, votre taille et votre adresse. Werner Damen, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Tu as remporté des titres importants dans ta carrière de pilote. Oui. Et maintenant, en fait, tu as un peu changé de métier puisque tu es le leader de l'écurie BMW Motorrad. Comment est-ce que, parce que c'est intéressant quand même de savoir le parcours des gens, comment est née ta passion de la moto? Tu as démarré la moto comment? Oui, j'ai né avec mon parent, hein, mon père. Mon père, il fait des motocross. Quand tu as vu là, il y a des photos de lui. Oui, oui. Il a champion motocross en 70, 71 et 72. Il roule contre Harry Evers, le papa de Stéphane. Oui. Mon père roule aussi bien. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de motocross. Nous, un accident dans la famille, un grave accident dans la famille, mon oncle, et d'après mon parent ne veut pas. Ah oui, plus de moto. Plus de moto. D'après, je viens une fois à circuit Zoller, et mon parent dit toujours tu es trop petit pour rouler la vitesse. Et d'après, j'ai vu le petit prince, Michel Simeon. Et comme lui gagnait le classe ouvert avec son Suzuki 1100, ça commence. Je viens à la maison, je dis, tu es mon père. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi et je veux faire ça. OK. Mais comment s'est passée la transition, comme on dit en français, de passer de pilote à directeur technique? C'est plus du tout le même, c'est tout à fait autre chose. Oui, c'est complètement différent, mais tu sais aussi, quand tu roules en Belgique, j'ai avec mon parent, ça veut dire j'ai pilote, j'ai changé des pneus, j'ai fait les techniques, je dois chercher les sponsors. Surtout quand je fais championnat d'Europe et championnat du monde, je fais ça aussi. Donc tu connais toutes les étapes et toutes les steps qui sont nécessaires pour faire tourner un team. Depuis les pneus jusqu'au réglage moteur, jusqu'au réglage châssis, jusqu'au sponsor. C'est ça, donc, je dois faire tout seul parce qu'en Belgique, il n'y a pas d'histoire, surtout pas le côté flamand, histoire de course, sauf Van Zeulen avec Jean Dollander et Michiel Paquet. Mais OK, j'ai parlé beaucoup avec Stefan Mertens, avec Didier de Radiguez, avec tout. Et tous, je connais un peu plus. Et une fois, j'ai arrêté des courses quand j'ai 40. J'ai question de BMW allemand, pourquoi tu ne fais pas le team? Et oui, je commence avec ça et j'ai 2 ans d'après, j'ai gagné le championnat et ça va vite. Et donc c'est la raison pour laquelle BMW a continué à te faire confiance en fait. Je pense que c'est confiance, oui. Et le Belge, c'est aussi, il dit toujours, c'est le Belge qui travaille très très dur. Et nous parler 10 langues, ça c'est aussi c'est un avantage. C'est un avantage. Oui, bien sûr. Et quand tu es un vieux pilote, tu connais aussi qu'est-ce que le pilote vraiment veut. Et moi, je pense que c'est mon avantage. Il y a aussi des avantages, sûr. Mais pour ça, je dois louer des bonnes personnes qui aident moi pour ça. Et ça, c'est toujours un travail d'équipe. On va parler de travail d'équipe encore un peu parce que, avec ton équipe, avec BMW, vous avez gagné les 24 heures de Liège. 20 ans d'absence de 24 heures de Liège. On recommence à rouler sur le magnifique circuit de Spa. Vous venez, vous gagnez. Magnifique. Oui, mais c'est toujours un rêve de moi. Hein. Tu sais, je roule le 24 heures. Une fois, j'ai sur le podium avec Stefan Mertens qui est devant moi. Et je n'ai pas de talent comme Stefan Mertens, mais j'ai beau pilote. Mais
pour gagner, ça ne suffit pas. J'ai dit, une fois, je vais revenir avec Steven Cazard, qui est maintenant mon chef technique de l'équipe. J'ai dit, qui est spécialisé dans les suspensions, lui, Steven est spécialisé sur suspension, mais il est spécialisé de tout. Hein. Il connaît tous de motos. Lui, c'est un ingénieur à très haut niveau. Et nous dit ensemble, d'après 20 ans, comme nous avons le mérité pour faire ça. Et je parlais beaucoup avec BMW. Nous fait champion du monde et gagner en Spa. Oui, c'est pour Belge, c'est le plus haut. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors bon, au fur et à mesure de cette réussite et de ces résultats, BMW a fait un communiqué de presse en février, si mes souvenirs sont bons, en disant qu'il prolongeait 3 années encore le contrat avec toi. Donc 3 années de travail encore avec BMW, de succès on espère, mais quels sont tes objectifs? Oui, l'objectif cette année, c'est surtout gagner les courses. Prendre de l'expérience. Oui, et surtout une 24 heures, parce que nous gagnons les 6 heures de Most. Mais ok, 6 heures, c'est pas 24 heures. 24 heures, c'est la nuit, bien sûr. le pluie, le drame, toujours le même. Ouais. Et en Francorchamps, c'est pas différent. Hein. C'est pire, toujours des drames. Ouais. Nous gagner. Et ça, c'est pour nous, c'est un but. C'est le premier but. Mais mon but, c'est être champion du monde. Hein. Bien sûr. Notre but, c'est gagner des yachts, certes, et des autres teams d'usine. Surtout le japonais est très fort, nous c'est ça. Oui, bien sûr. Mais moi, je vraiment pense dans le futur, être champion du monde, c'est une possibilité. C'est 100% sûr. D'accord. Quel est ton sentiment sur l'arrêt de Xavier Siméon? Ça, j'ai dit, hein, j'ai commencé à rouler pour Michel. Michel, j'ai toujours... j'adore toujours, parce que quand j'ai vu lui, c'est toujours Michel que je connais. Et moi, j'ai toujours pensé, c'est une fois possible, il roule chez nous, parce qu'il y a seulement 33. Mais maintenant, quand il arrête, c'est pas possible. On va voir. Hein. Notre rêve, c'est aussi une pilote belge à niveau de Simeon qui roule de notre team. Il n'y a pas beaucoup. Non. Possible dans 5 ans, Barry Balt, je dis Moto 2, je n'aime pas. J'ai fait le Landros. Va voir. Ouais, ok. Derrière nous, on a la moto de course, en fait, et on a la moto de série de chez BMW, la M. Quand on les regarde, elles ont l'air très proches. Et finalement, c'est deux motos complètement différentes. Pourtant, je regarde, les ailerons, c'est les mêmes. Oui, c'est exact le même. C'est, le BMW Marketing veut le moto exact le même comme d'origine. Et ça sera bien pour nous parce que les pilotes qui roulent avec, c'est vraiment un grand différence pour eux pour rouler avec la moto. Et nous, le base de moto, c'est exact le même comme la moto ici. Oui. Et moi, je pense que c'est important pour le client qui a acheté une moto. Bien sûr, ouais, tout à fait. Moto qu'on aura l'occasion de découvrir bientôt lors d'un essai qui sera piloté, en tout cas, par notre célèbre Dr Grimm. On va continuer à parler grand tourisme dans cette émission. Tout à l'heure, on parlait de la RT avec Jeroen, hein, cette moto vraiment faite pour les vacances, la balade, la découverte à moto. On va parler de TGV maintenant, tu vois. En français, TGV, c'est train à grande vitesse. Et en fait, ici, ça va être tourisme à grande vitesse avec la Kawasaki H2 SE SX, moto qui est munie d'un compresseur, 200 chevaux, 260 kg, plus de 300 km/h. Une sorte de folie à mettre un peu sur la route. Mais bon, voilà, c'est une moto qui fait partie de la planète moto, une machine hors norme. Alors, la question, c'est est-ce que c'est exploitable sur route ou non? Est-ce que c'est une bonne idée ou non? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cet essai. Werner, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton antre, on peut appeler ça comme ça. On va détailler un peu après les deux machines et on va pouvoir se rendre compte que le travail qui est effectué sur cette moto est colossal. On te souhaite tout le succès possible pour les années à venir et on espère venir te voir un jour de course avec l'émission et peut-être prendre un peu cette ambiance particulière qui règne dans un paddock de course. Merci Werner, à bientôt. Avec plaisir, ciao.
Kawasaki H2, SE, SX, beaucoup de dénominations pour une seule machine, mais quelle machine! On est évidemment ici face à tout le savoir-faire de Kawasaki qui met en vitrine son vaisseau amiral, son TGV, sa machine à voyager dans le temps. Il y a des qualificatifs à n'en plus finir, tellement cette machine est assez extraordinaire. Bon, d'abord, évidemment, cette machine est équipée d'un superchargeur, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'effet turbo. On a 200 chevaux entre les jambes. On a évidemment tout qui suit, tout est pensé pour que cette moto reste exploitable. Vous imaginez quand même, on est à 260 kg avec les pleins et 200 chevaux entre les jambes. J'aime autant de vous dire que ça envoie du lourd. Mais en même temps, ça permet de se balader, ça permet de faire du grand tourisme parce qu'ici on est sur la version grand toureur, vous la voyez équipée avec ses valises latérales, avec une bulle qui protège vraiment bien, mais qui permet aussi d'avoir une pression du vent sur le dessus des épaules qui à une certaine vitesse ou à une vitesse certaine vous permet d'avoir un relatif soulagement des épaules et donc des poignets. Donc voilà une moto qui en fait est confortable malgré son allure sportive. Ce n'est pas une super sport, c'est une grand sport, c'est une grand tourisme comme on le pensait dans le temps, comme Kawasaki l'a toujours fait en fait, parce que depuis sa naissance, Kawasaki a toujours fait des machines puissantes, surpuissantes. Le turbo est une vieille histoire chez Kawasaki. Et ici, on est dans une, évidemment, délivrée ultime. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, évidemment, à ce niveau. Alors, la liste est longue des équipements de cette moto et je ne peux pas les retenir toutes par cœur. Je me suis armé, comme on dit, d'un pense-bête. On va les énumérer. On a un système de contrôle de la pression des pneus. On a une assistance du maintien à l'arrêt du véhicule, c'est-à-dire une aide au démarrage en côte. On a un système qui est inclus dans le freinage. En cas de freinage d'urgence, le stop clignote très très vite pour prévenir les usagers qui sont derrière vous qu'en fait vous êtes en train de faire un freinage d'urgence. Vous avez sur les flancs du carénage des éclairages latéraux à LED qui s'allument et qui éclaire l'intérieur du virage lorsque vous roulez de nuit. Les étriers sont des Brembo Stylema, inutile de vous dire que ça freine. On est face à un écran TFT couleur de 6 pouces et demi qui offre une excellente visibilité dans toutes les situations et qui vous informe de tout ce que vous pouvez faire et de tout ce que vous avez réglé avec cette moto. On a les suspensions qui sont pilotées, évidemment de manière électronique. On a un avertisseur de collision grâce au radar qui se trouve en fait dans le nez de la moto et qui vous permet évidemment aussi d'avoir un cruise control adaptatif, ce qui est quand même vachement intéressant. On n'y croyait pas trop au début quand cet accessoire est sorti, on s'est dit oui. Mais finalement, voilà des machines qui ont des vocations routières ou autoroutières. Et là, on retrouve quand même un certain confort. Vous vous calez à 120 km/h si une voiture se met devant vous et qu'elle ralentit, la moto ralentit, la voiture disparaît de votre champ de vision ou du champ de vision de la moto en tout cas. Eh bien, la moto réaccélère jusqu'à la vitesse que vous avez réglée. On a un détecteur d'angle mort avec l'apparition de 2 triangles lumineux dans les rétroviseurs, et ça je dois dire que c'est vraiment une avancée majeure en termes de sécurité moto. On ne le répétera jamais assez, ce détecteur d'angle mort est une vraie merveille. On a un quick shifter qui n'appelle aucune critique parce que là vraiment ça passe comme dans du beurre aussi bien à la montée qu'à la descente. Ce moteur est extraordinaire de couple et de puissance. Vous savez tout le bien que je pense des moteurs de chez Kawasaki. On était encore ici dans l'exemple parfait d'une moto qui peut en fait tout faire, c'est-à-dire rouler au ralenti en ville en 2e ou en 3e sur un filet de gaz, vous ouvrez la poignée, ça repart gentiment. Si maintenant vous l'ouvrez plus fort, j'aime autant de vous dire qu'il faut s'accrocher. Donc à mon avis c'est une machine qui n'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'en fait il faut quand même une certaine expérience pour dompter le bestiau, pour ne pas se laisser griser et se laisser emporter par la vitesse et les 200 chevaux parce que quand on est sur les petites routes de campagne, les virages arrivent très très vite. On a la possibilité d'avoir un contrôle du frein moteur
tout ça est paramétrable. Il y a un mode launch control donc, qui vous permet d'optimiser vos départs au feu rouge et de laisser tout ce qui roule sur la planète pratiquement derrière vous. On a 3 modes de conduite, c'est-à-dire on a un sport, on a un road, on a un rain, et on a aussi un 4e mode qui est le mode rider et qui lui est complètement paramétrable. Et là vous savez régler le traction control, l'anti-wheelie, l'anti-patinage, l'ABS, le frein moteur. Vraiment vous faites la moto à votre carte, à votre façon de conduire, à votre façon de piloter. On est sur un 998 cm3, on l'a dit, 200 chevaux, 267 kg avec les pleins. On est évidemment à partir de 28 399 €. Là, on est évidemment dans des prix relativement élevés, mais on est sur une machine complète, finie, sur laquelle il n'y a plus rien à rajouter et qui reste une machine à rêver parce que quand on est au guidon de cette moto, on est dans une sorte de respect. Comprenez ce que je veux dire? Une sorte de respect mutuel de vous, de votre intégrité, des capacités de la moto et de la route qui s'offre à vous. Alors, en fait, le plaisir est absolu parce que vous savez que quand vous ouvrez la poignée, il va se passer quelque chose d'assez magique. Et ça, c'est un sentiment qu'on retrouve aussi dans certaines voitures de sport, dans des hypercars. On n'est pas toujours obligé d'exploiter de telles puissances, mais qui peut le plus, peut le moins. On est ici sur une machine qui supportera allègrement le duo. La selle est assez bien faite avec un étagement largement supérieur pour le passager, ce qui lui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble et de profiter aussi du voyage. On n'est pas sur une moto grand tourisme comme on le fait dans d'autres marques et on est sur quelque chose qui reste quand même un peu sportif et on est sur une moto qui n'appelle qu'à une chose. Moi je suis assez conquis quand même par le design de cette machine, même si c'est très coupé au scalpel, il y a beaucoup d'aérodynamisme évidemment parce que sur les autoroutes qui ne sont pas limitées, vous pouvez imaginer que le 300 km/h est plus que largement atteint. Ce n'est évidemment pas possible chez nous. À Bruxelles, c'est 30 km/h. Donc voilà une machine assez incroyable de par ses performances, de par sa facilité d'accès, de par la possibilité qu'elle vous offre d'être cool ou pas, et en tout cas de ne pas passer inaperçu parce que j'aime autant de vous dire, quand on s'arrête avec une telle moto, quelque part, elle attire inévitablement les regards et on vient tourner autour et puis on voit ce superchargeur sur le côté, on se pose beaucoup de questions. Alors voilà, le Kawasaki, une des couleurs fétiches, ça a toujours été le vert. On l'a mise ici dans un décor qui lui convient parfaitement. C'est un décor peut-être un peu champêtre, même si cette moto est la reine de la ligne droite parce qu'elle va enfiler ses lignes droites à une vitesse folle, mais elle est aussi très agile dans les virages. Je vais profiter encore de ces quelques moments secs après cet été fabuleux que nous avons eu pour profiter de cette extraordinaire machine. Si vous avez l'occasion de l'essayer un jour, n'hésitez pas, même au niveau de votre culture personnelle de motard, ça vaut la peine de se dire un jour, j'ai roulé sur une Ninja H2 et waouh, c'est quelque chose. Good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though.
Jeroen, voilà, quelle machine de fou, cette H2 SE SX. C'est presque une arme en vente libre. Est-ce bien raisonnable? Mais vous avez dans votre gamme chez BMW aussi des motos très rapides et aussi des voitures très rapides. Ce n'est pas pour ça qu'on roule vite. Hein? On a toujours la possibilité de faire ce qu'on veut. C'est le pied ou la poignée qui commande. En effet, Thierry, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Oui, ok. Bon, allez, tu sais quoi? On va faire un petit concours aussi avec Kawasaki. Il n'y a pas de raison quand même. Je vous propose un petit concours au sujet de cette fameuse H2. Vous allez me donner le nombre de soupapes qui équipent le moteur de cette machine. Et vous allez me dire que signifie le KECS chez Kawasaki. Voilà, c'est très simple. Il suffit de vous balader sur le site. Il y a 5 lots à gagner, dont le premier est un magnifique sac sport Kawasaki, à mon avis adapté à la vitesse de la H2. Il y a des casquettes racing à gagner, il y a des mugs. Envoyez vos réponses et on espère que vous serez parmi les premiers à répondre. Et mentionnez bien votre adresse et vous adressez votre mail à l'adresse qui est ici en dessous. On va rester dans le sport, on va rester dans la vitesse et on va parler des bruits de paddock. On va accueillir notre ami Arnaud. Tu coupes. Bon Arnaud, un peu de joie, de bonne humeur dans cette émission? Bonjour mon cher Thierry. Effectivement, un peu de joie et de bonne humeur dans cette émission pour parler sport, n'est-ce pas? Ben, évidemment, pour parler sport, on a un peu parlé sport pendant toute l'émission. On est dans un endroit qui doit un peu te faire rêver parce que la machine qui est là derrière moi, ça doit être bien. Je bave effectivement et on est dans un endroit mythique. Il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un endroit, on est dans le seul atelier écurie belge et qui peut briguer un titre de champion du monde. Absolument. Et donc là, on est entouré d'un matos complètement fou. Et c'est vrai qu'ici, je me sens à l'aise et ça fait rêver. Et on est dans une petite partie de l'atelier qui finalement n'est pas vraiment représentative parce qu'on est dans un coin où on range un peu les motos, mais de part et d'autre, il y a des endroits qui sont presque des cliniques. Oui, tout à fait. Il y a même du tapis plein dans l'atelier, donc c'est incroyable. On va, avant d'aborder les bruits de paddock, parler un peu de toi et de tes expériences multiples. Tu t'es rendu chez GazGaz qui nous avait gentiment conviés à un essai gamme. Donc c'était Supermoto, Enduro et Trial. Et finalement, ça n'a pas duré très longtemps cette histoire. Non, la météo étant relativement mauvaise, je me suis dit que rester trop longtemps ou faire toute la journée aurait été compliqué. Oui. Et donc j'en ai profité pour monter sur la Supermotard, la 701 GazGaz. Très belle machine, soit dit en passant. Enfin, toute la gamme d'ailleurs. Et j'ai fait une dizaine de tours sur le circuit de kart et j'ai à nouveau... J'ai glissé, chef. J'ai glissé, j'ai de nouveau perdu l'avant. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet avant? Oui, je ne sais pas. Cette année, c'est l'avant. L'avant ne me veut plus. Ceci dit, c'est mieux que l'arrière. Hein. Oui, enfin, oui. Mais donc, je suis tombé. Je me suis fait mal, il faut le dire. Je me suis fait mal à la hanche. J'étais pas en équipement parfait. En fait, c'était une journée très particulière parce que c'est la première fois déjà que je suis invité à une journée où on fait du supermotard. Bon, là, c'est dans mes cordes. Du trial, c'est complètement hors compétence en ce qui me concerne. Du motocross, mais il se trouve qu'il a commencé à dracher des cordes et que j'avais pas fait de motocross depuis que j'ai 25 ans. Donc, il m'a semblé que ce n'était pas une bonne idée. Et de l'enduro, mais enfin tout ça, après la chute que j'ai faite, eh bien, j'ai dû m'en passer parce que voilà, c'était toutes des disciplines qui nécessitaient... Oui, et puis tu t'étais fait un peu mal, et puis il faut respecter un peu ça aussi. Donc, toutes mes excuses à l'équipe GazGaz qui a organisé un bel événement. Je ne suis pas resté longtemps, j'ai vu quand même pas mal de belles choses. C'est vrai que tous les nouveaux modèles, c'est quand même agréable de voir une nouvelle marque, même si on sait tous que KTM est derrière, mais... voilà, il y a des spécifications techniques, ils utilisent des pièces précises pour faire une nouvelle gamme.
Ça reste intéressant. Bon, quand on voit l'investissement gaz-gaz, quand on voit qu'ils sont en Moto 3 et aussi en MotoGP à partir de l'année prochaine, on se dit que s'ils y vont et s'ils sont partis pour faire de tels investissements, c'est qu'il y a des idées derrière, des grosses idées derrière. Tout à fait. Et donc je pense que gaz-gaz, il va falloir s'habituer à revoir ce logo parce que je ne pense pas que KTM va le laisser mourir et prendre la poussière. Ça m'étonnerait aussi. Chers amis trialistes, n'ayez crainte, j'irai chercher une nouvelle gaz-gaz et je la prendrai un de ces dimanches. Comme ça, à la limite, on pourra partager cet essai avec les copains avec qui on roule en général le week-end. Bruit de paddock ? Bruit de paddock, oui. Beaucoup de bruit de paddock. Beaucoup de bruit de paddock. Beaucoup de bruit de paddock. Il s'est passé plein de choses en un mois. On a entamé ce que je vais appeler le deuxième tiers de saison. Les choses commencent à se préciser. Alors, il y a des championnats où c'est encore ouvert, il y a des championnats qui se ferment doucement, notamment en MotoGP, où on a assisté au GP de Motegi, qui a été haut en couleur, déjà parce que Marquez a marqué son territoire. Motegi, c'est un peu son jardin, dans le sens où il a été titré 3 fois sur place. C'est à chaque fois la fête de Honda, puisque c'est aussi le circuit Honda. Et donc, Marquez non seulement est revenu, mais a fait la pole, sous la pluie. Et ça, c'était déjà historique, entre guillemets. C'était une performance, en tout cas, on ne l'attendait pas. Non, effectivement, surtout sous la pluie. Et donc, belle performance de Marquez qui revient. Moi, ça me fait plaisir. Il y en a déjà qui l'avaient abandonné, qui l'avaient déjà enterré en disant c'est fini, il a été trop blessé, c'est comme Douane, c'est comme... Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il va revenir. Et d'ailleurs, tout ce qu'il fait le démontre. Il est là, bien là, et je pense qu'il va... à mon avis, même revenir à son meilleur niveau d'ici, à mon avis, mi de la saison prochaine, si il ne se fait pas à nouveau mal, ce qui est toujours en fait l'interrogation avec Marc Marquez. Bien sûr. Bon, suivi, tout le week-end a été en fait un week-end de pluie torrentielle à Motegi, donc ça veut dire que tous les essais et tout ça ont été fait sous la pluie, mais dans des conditions qui ne permettent pas de régler la moto sur le sec, et dimanche il a fait sec. Donc ça veut dire qu'on savait que ça allait être une journée de course chaotique, dans le sens où on savait que... Réglage moto, choix des pneus, voilà, tout ça. Tout allait être chamboulé en course, et ça a été le cas. En MotoGP, on a assisté à une très belle course, que Miller a gagné... Survolé, en fait. Voilà, survolé, de la tête et des épaules, ce qui était très étonnant, on ne l'attendait pas là. Ah oui, il a été royal. Oui, tout à fait. On voit, on a vu aussi Jorge Martin prendre aussi une belle place. Alors, moi, j'adore ce pilote, on ne le voit pas assez, mais c'est Brad Binder sur la KTM. Et quand qui va arracher la deuxième place. Hein. Alors parfois, c'est un peu difficile de dire ça, mais se dire Binder sur une moto compétitive, qu'est-ce que ça donnerait ? Il n'arrête pas de faire des très belles choses avec la KTM. À chaque fois, il fait des fins de course de folie, et donc c'est quand même très intéressant. Maintenant, pour revenir vraiment, je veux dire, au haut du championnat, en fait, Quartararo fait une belle opération. Oui, pas spécialement par sa faute, mais... Voilà, et juste parce qu'il fait un GP moyen, mais Bagnaia, malheureusement, part à la faute encore une fois. Oui, je ne suis pas totalement d'accord avec toi sur le fait que Quartararo fait un GP moyen, parce que je trouve qu'avec les armes qu'il a en main, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Je reviens sur ce que j'ai dit. Quartararo fait un très beau GP. Non, il fait vraiment... C'est clair qu'il défend bien sa place, et ce qu'il fait, c'est chapeau, c'est clair. Oui. Maintenant, il y a Bagnaia qui tombe dans le dernier tour, et ça, pour lui, c'est une vraie catastrophe. Certains mauvaises langues disent que ça aurait été peut-être bien qu'il freine encore un poil plus tard et qu'il emporte Quarta avec lui. Mais je trouve que voilà, ça rééquilibre un peu le championnat. Ça lui remet 18 points d'avance. Voilà. Mais il reste 4 grands prix, je crois. Oui. Et en plus, on voit Alex Espargaro, qui est aussi encore un prétendant au titre, qui lui... oui, là, lui, évidemment, il a fait la mauvaise c'est vraiment la faute à pas de bol, parce que c'est un technicien qui est identifié et tout ça, et qui a tout simplement enlevé un setting d'injection, qui est un mode économique pour faire le sitting lap, pour les amener. Et en fait, normalement, une fois qu'ils sont sur la grille, ce mode doit être
enlevé par ordinateur, et il y a un oubli d'un technicien qui laisse la moto dans ce mode-là, et en fait dans le warm-up tour, eh bien Espargaro se rend compte qu'en fait il ne pourra pas rouler avec cette moto, qui ne fonctionne pas, qui ne va pas du tout. Alors il fonce dans le box, il saute sur la moto, sur sa deuxième moto, qui n'est pas prête, qui n'est pas bien réglé, qui a les mauvais pneus. Qui n'a pas son choix de pneus. Voilà. Et donc, en fin de compte, il fait une course pour rien, puisqu'il n'a pas atteint les points. Et donc, lui, il perd clairement 25 points, à un moment où, justement, il aurait pu faire une très très belle opération. Donc, oui, ça a dû chauffer un peu dans le box, à mon avis. Bon, apparemment, oui et non. Oui, parce que c'est quand même des erreurs qu'on ne peut pas accepter à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là, surtout quand on joue le championnat, c'est vrai que ça doit être dur à avaler. Oui, ça ne doit pas être facile, ça. Oui, bon, ceci dit, voilà, quel spectacle quand même. On a encore eu droit à des passes d'armes assez géniales. Et donc, voilà, il reste 100 points à distribuer. Ouais. Et on va tous rester pending jusqu'au dénouement, à mon avis, à moins qu'il ne se passe certaines choses particulières, mais ça va être une belle bagarre. Oui, clairement. Fin de championnat qui Quartararo reste le favori et tout va dans son sens. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, mais j'ai l'impression que Quartararo y va. Voilà. En tout cas, oui, et les derniers circuits sont peut-être des circuits pas totalement à l'avantage de Ducati, même s'il y a des grosses relances. Peut-être que la YAM pourra tirer son épingle du jeu. Ouais. Alors en Moto 2, on a vu une course de nouveau toujours disputée, ça reste du Moto 2, et donc là ça se bat pas mal. Barry a fait quelque chose de bien. Pardon, Barry avait rentré dans les points, il était 14e, donc ça c'est bien, il progresse toujours, donc là maintenant il a l'air de rentrer dans les points régulièrement. Parce qu'il était, dans ses temps autour, il était quand même pas très loin des gens en tête. Hein. Oui, tout à fait. Donc il faut être dans le bon paquet là-dedans, c'est ça le problème en fait. Bon, les deux qui continuent à jouer le championnat, c'est Ogura et Augusto Fernandez. Augusto Fernandez est toujours en tête du championnat, mais je crois qu'il a juste encore 4 ou 5 points d'avance. Et Ogura qui gagne au Japon. Donc un Japonais qui gagne au Japon, ça fait toujours plaisir et ça a été la fête. En Moto 3, je dois avouer que je n'ai pas bien suivi. Mais parce qu'il y avait le Superbike, mon cher Thierry, et qu'en Superbike... toujours un truc pour te rattraper. Mais le Superbike, il y a une course le matin, une course Superpole, et il y a une course l'après-midi. Et en fait, le Superbike, c'est encore un sujet vraiment chaud. Moi, j'ai pris un plaisir fou à regarder ce week-end de Superbike, même si Bautista gagne les 3 manches. On voit la résistance physique et mentale de Rea et de Toprak Radzioglu. Bravo. Un jour, j'arriverai à dire. Oui. Voilà. Et bon, ça reste des bagarres d'anthologie. Là, il y a aussi deux, trois autres pilotes qui sont venus se bagarrer. Mais quelle course, quel combat, moi, je trouve ça... Ouais, c'est vraiment ça, c'est des combats. C'est des courses absolument superbes. Bon, là, ce week-end, Bautista a marqué un grand coup puisqu'il a fait le triplé, donc il a gagné 3 fois, et il est en tête. Donc, si je ne dis pas de bêtises, et je ne dis rarement des bêtises, il a 2 courses complètes d'avance sur Rea et Toprak. Donc, il a plus de 50 points d'avance sur les deux. Et donc, lui, il va tout droit vers le titre de champion. Et ça va être difficile de l'arrêter parce que le combo Bautista sur cette V4 fait des merveilles. Et on voit vraiment, d'une certaine manière, on voit clairement qu'il y a un avantage moteur indiscutable. Et ils en profitent pleinement, ils ont raison, puisque le championnat est tel qu'il est. Et s'ils ont fait la moto la plus puissante et qui tourne en même temps bien, voilà, grand bien leur face. Ils vont sans doute gagner, à mon avis, le championnat du monde. Ça me paraît assez clair, sauf en cas de problème. Maintenant, encore quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce week-end Superbike, parce que j'ai regardé aussi les 2 manches de Super Sport. Alors le Super Sport, moi je trouve que c'est vraiment une catégorie qui revient et qui est vraiment géniale, parce qu'il faut rappeler que depuis cette année, les Ducati sont admises avec la V2. On a la Triumph qui est là avec la 765. Et on a aussi la MV Agusta en 800. Et donc, on est sur un championnat qui est beaucoup plus disputé qu'avant. Il y a quelques années, c'était vraiment un championnat, j'ai envie de dire, Yamaha, Kawa. Là, on a à nouveau du monde, plein de pilotes qui viennent du Moto 2. Et au milieu de ça, il y a Dominique Aguerter, le Suisse, qui mène de la tête et des épaules ce championnat. Et c'est très intéressant parce que
Malgré tout, il doit se battre. Bon, il a gagné les 2 manches, mais c'est de la belle bagarre. De nouveau, il y a du gros niveau, et je pense que c'est une catégorie qui va monter en termes d'intérêt, parce que c'est aussi là qu'on va aller dénicher le futur du Superbike. Ouais. Et comme on est sur de plus en plus de pilotes de Moto2 qui descendent en Supersport et puis qui remontent en Superbike, en fait, ça va remonter tout le niveau global du Superbike, y compris le Supersport, et c'est vraiment intéressant. Oui, donc si vous avez la possibilité, par vos chaînes ou vos abonnements, de suivre ces courses-là, il ne faut pas hésiter. Arnaud, merci. Le mois prochain, mais je te prépare déjà tout doucement, tu vois. Le mois prochain, tu feras toute l'émission avec moi. Ça va. Ça va ? Donc il faut quand même que tu te fasses à ça, à la célébrité, aux gens qui vont se jeter sur toi dans la rue et tout ça. Et donc il faudra juste que tu ailles chez le coiffeur, quoi. C'est prévu, c'est prévu. Je vous rassure tous, c'est prévu. Alors cette blague qui a été faite pour mes 50 ans, je ne pensais pas qu'elle aurait été aussi longue d'ailleurs, parce que je ne pensais pas qu'il fallait aussi longtemps pour que ça repousse. Mais là, j'ai effectivement pris rendez-vous chez le coiffeur pour supprimer ma blonditude. Et donc, allez, on se revoit dans un mois, ciao. Salut. Alors, la plupart d'entre vous me connaissent comme journaliste. En fait, ici, on est dans mon atelier, on est dans l'atelier de Grim Bike. J'essaye d'orienter la clientèle moto de mon garage de plus en plus vers ma passion, donc ça veut dire des préparations pistes. Ce commerce est différent dans le sens où, en fait, je l'ai acheté tel quel avec un magasin de vélo. Mais donc, le showroom est principalement vélo. Alors, on est aussi concessionnaire de la marque Sim pour les scooters qui sont vraiment des produits de qualité avec beaucoup de fiabilité. Et donc, on essaye de lier un petit peu l'utile à l'agréable ici, où on mixe le vélo, la moto et les scooters dans le même commerce. Bon, Jeroen, Arnaud, Alex, merci de m'avoir accompagné pour réaliser cette 50e émission de Carter et Piston. Encore merci évidemment à vous tous qui nous suivez. Merci, continuez à nous liker, continuez à faire vos commentaires positifs et parfois négatifs aussi, bien sûr. On aime ça, on adore ça. On espère être tous là pour la 100e, d'accord ? On verra bien. On se retrouve dans un mois et d'ici là, gaffe sur la route. Motorenga. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. L'Universel, c'est un large choix de scooters, motos, toutes cylindrées et d'accessoires dans la région liégeoise. L'Universel vous accueille dans ses 5 concessions à l'esprit familial et professionnel à Aouan, Chennai, Herstal, Serein et Verviers. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux 2 roues de stock.